Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Les secrets du crime. Pour ce podcast, je vous propose de revenir sur les plus grandes affaires criminelles françaises et étrangères et d'entrer dans les secrets du processus du crime, afin de vous expliquer comment des gens qui paraissent tout à fait ordinaires ont pu à un moment commettre les pires atrocités. Bonjour à tous et bienvenue dans la saison 2 du podcast Les secrets du crime. Cette saison sera consacrée aux affaires judiciaires les plus emblématiques de l'histoire française. Et sans plus tarder, je vais commencer avec très certainement l'affaire la plus emblématique, qui est celle de la mort du petit Grégory. C'est un récit sordide. L'affaire commence avec le meurtre d'un petit garçon de 4 ans, Grégory Villemain, retrouvé mort dans la Vologne le 16 octobre 1984, alors que sa disparition avait été signalée par ses parents peu de temps avant. Dès le début de l'enquête, l'affaire a fasciné, notamment en raison de rebondissements et de mystères bien gardés, et rien ne prédestinait cette famille d'apparence ordinaire à faire les grands titres de la presse pendant plus de 40 ans. Si l'affaire Grégory fascine autant, c'est parce que, encore aujourd'hui, on ne sait pas exactement qui a tué le petit garçon. Malgré la poursuite de l'enquête, personne n'a été officiellement condamné pour le meurtre. Pour commencer cet épisode, je vais vous parler des parents du petit Grégory. Son père s'appelle Jean-Marie Villemain et il est né le 30 septembre 1958 dans les Vosges. Il est contremaître dans une usine. Sa mère, Christine, Blaise de son nom de jeune fille, est née en 1960 en Meurthe-et-Moselle. Elle est couturière. Jean-Marie et Christine se rencontrent en 1976 puis ils se marient 3 ans plus tard. En 1980, naît leur premier fils, Grégory. Ils s'installent alors dans un beau pavillon qu'ils ont fait construire à l'Épanche-sur-Vologne, une toute petite commune des Vosges. Les époux Villemain vivent près des parents de Jean-Marie, Albert Villemain et Monique Jacob. Ils sont assez proches d'eux et ils assistent presque tous les dimanches à un grand repas de famille qui réunit à la fois les familles Villemain et les familles Jacob, donc la famille du côté de la mère de Jean-Marie. Le 16 octobre 1984, Grégory est en train de jouer dans le petit terrain qui se trouve devant la maison. Sa mère Christine s'occupe du repassage et jette de temps en temps un coup d'œil dehors pour surveiller. Vers 17h, elle s'étonne ne voyant plus Grégory depuis la maison. Elle part à sa recherche, fait le tour plusieurs fois, l'appelle, mais rien, aucune trace du petit garçon. Les voisins n'ont pas vu le petit et ils n'ont rien remarqué d'inhabituel. Christine décide alors de prévenir les gendarmes qui partent à sa recherche. Et à 21h, le petit garçon est retrouvé mort, pieds et poings liés, dans une rivière qui traverse le village, la Vologne. Les photos de la découverte du corps ont été partagées par tous les journaux. On voit un gendarme repêcher un petit corps sans vie avec un bonnet noir recouvrant le visage. En réalité, à ce moment-là, les Villemain savent déjà que l'enfant a été enlevé et assassiné. À 17h30, un des frères de Jean-Marie, qui s'appelle Michel, a reçu un coup de téléphone. Une personne à la voix rauque lui dit que l'enfant est enlevé et que son corps sans vie a été jeté dans la rivière. La famille Villemain reconnaît tout de suite cette voix. C'est la voix du corbeau, la personne qui les appelle et les menace depuis des années. Ils ont reçu le premier coup de fil en 1981, l'année où Jean-Marie est devenu contremaître à l'usine automobile, ce qui à l'époque est une promotion normalement réservée aux diplômés, puisqu'il dirige désormais une équipe d'une 20aine d'ouvriers. Lors de ces appels, le corbeau surnomme ironiquement Jean-Marie le chef. Parfois, le corbeau appelle les époux Villemain sans rien dire et reste silencieux tout au long de la communication. Les parents de Jean-Marie, Albert et Monique, reçoivent eux aussi ces appels très dérangeants. Le père de l'enfant assassiné se confie aux journalistes et dit qu'il sait qui a tué Grégory, mais il préfère garder le nom pour lui. Le 17 octobre, donc le lendemain du meurtre du petit garçon, les parents de Grégory reçoivent une lettre du corbeau qui revendique le meurtre. Elle a été postée depuis l'Épange la veille, très peu de temps après l'enlèvement du garçon. C'est un billet court sur lequel on peut lire « C'est pas ton argent qui te rendra ton fils. Voilà ma vengeance, pauvre con. » Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas la première fois que ce corbeau se manifeste. Il a déjà appelé les parents de Grégory des centaines de fois. Il leur a aussi adressé des courriers à plusieurs reprises. À chaque fois, ce sont les mêmes idées qui reviennent. Le corbeau souhaite se venger de Jean-Marie. On remarque aussi qu'il connaît très très bien la famille. Il sait par exemple que Jackie, le frère aîné de Jean-Marie, n'est pas le fils d'Albert. Il est né d'une première union de Monique Jacob. Dans les courriers, le corbeau dit que c'est au tour de Jean-Marie d'avoir le rôle de bâtard et qu'il n'a qu'à se consoler avec son argent. Il reproche par exemple à Jean-Marie d'avoir 2 voitures.
Des clans se forment alors, chacun soupçonnant l'autre d'être le corbeau. Le 20 octobre, soit 4 jours après la découverte du corps de Grégory, ont lieu ses obsèques. Les gendarmes surveillent toutes les personnes qui s'y rendent car ils se disent que le coupable est peut-être dans la foule. Plus de 700 personnes y assistent, en plus des nombreux journalistes qui se sont déplacés. La mère de Grégory, complètement submergée par ses émotions, fait un malaise. Les images seront aussitôt partagées par les journaux. Il y a des cris, des bousculades. Les journalistes se poussent pour filmer la détresse de la mère du petit garçon. Bref, tout ça est assez aberrant, alors qu'on est censé assister aux obsèques de l'enfant de 3 ans. Mais déjà, la mort du petit garçon passionne l'opinion publique. Chaque petit détail de l'enquête est partagé par les journalistes. On entre pleinement dans l'intimité de la famille. On connaît tout sur les disputes, les inimitiés, les tromperies. Il arrive même que les journalistes arrivent avant les policiers sur les lieux à enquêter ou auprès des proches pour les interroger. Devant la gendarmerie, les enquêteurs répondent aux questions des journalistes 2 fois par jour, tant ils sont pressés par ces derniers. Donc, quotidiennement, il y a des sortes de points presse. Un journaliste, Jean Kerr, parvient à obtenir une interview avec les parents du petit garçon. Il se rend dans leur maison, il demande même à voir la chambre de l'enfant. Les 32 photos se retrouvent aussitôt dans Paris Match et permettent bien évidemment de gonfler les ventes du journal dès que l'affaire du petit garçon est mentionnée ou que des photos sont publiées. Les membres de la famille sont tellement impliqués et soupçonnés dans cette affaire que les journaux publient des arbres généalogiques pour expliquer les liens entre eux et les différentes personnes qui sont soupçonnées. À ce stade de l'enquête, qui n'en est qu'à son commencement, les policiers se concentrent sur le corbeau puisqu'il s'agit de la piste la plus vraisemblable. En effet, cela fait des années qu'il menace de faire du mal à la famille Villemain. Des dictées sont organisées et l'écriture des membres de la famille analysée par des experts en écriture et des graphologues. Une experte en écriture dit premièrement que toutes les lettres ont été écrites par la même personne. Et d'après les dictées effectuées, un cousin de Jean-Marie Villemain est identifié comme celui ayant écrit les lettres. Il s'appelle Bernard Laroche. Bernard est le fils d'une sœur de Monique Jacob, qui s'appelle Thérèse Jacob. Monique Jacob, je vous le rappelle, qui est la mère de Jean-Marie Villemain. Donc Bernard est le cousin germain de Jean-Marie. D'ailleurs, au moment des faits, le couple Laroche entretient de bons rapports avec le couple Villemain, ce qui fait que les parents du petit Grégory ne l'ont pas du tout soupçonné au début. Alors, sans entrer dans la technicité de l'expertise en écriture, on peut se demander comment il a été identifié. Premièrement, par les similitudes calligraphiques identifiées par les experts, donc ça, c'est la partie technique, mais en plus, un foulage est présent sur certaines lettres. Un foulage, c'est la trace qu'on laisse sur une feuille parce qu'on a écrit sur une autre feuille qui a été placée par-dessus. Grâce à la lumière ou en dessinant sur ce foulage, on peut identifier ce qui est écrit. Et les experts remarquent que le foulage contient les lettres L et B, et la façon dont ces lettres sont écrites correspond à la signature de Bernard Laroche. Ce dernier, ainsi que sa femme du nom de Marie-Ange Boll, sont placés en garde à vue, mais cela ne donne rien. Bernard Laroche dit qu'il n'est pas le corbeau, il n'a pas écrit les lettres, et surtout, il n'a rien à voir avec la mort du petit Grégory. Faute d'éléments supplémentaires, il est relâché. Il donne même une interview aux journalistes à sa sortie de la gendarmerie en confirmant ce qu'il a déjà dit en interrogatoire. Il dit qu'il a la conscience tranquille, il sait qu'il n'a rien fait. Mais les gendarmes vont creuser cette piste, qui est d'ailleurs la seule sérieuse qu'ils ont à ce moment-là. Ils vont donc vérifier ce que faisait Bernard Laroche au moment de l'enlèvement du petit garçon. C'est ainsi que 15 jours après le meurtre, les journaux partagent le premier rebondissement dans l'affaire. Muriel Boll, la belle-sœur de Bernard Laroche qui est âgée de 15 ans, donne des détails sur l'emploi du temps de Laroche. Interrogée par les policiers, Muriel dit que le 16 octobre, donc le jour de la mort de Grégory, son beau-frère Bernard est venu la chercher au collège où elle est scolarisée. Ils se sont ensuite rendus à l'Épanche-sur-Vologne, la commune où vivent les parents de Grégory. Le fils de Bernard était avec eux dans la voiture alors qu'il était âgé à ce moment-là de 4 ans. Elle n'a pas directement assisté à l'enlèvement et au meurtre, mais elle a vu Bernard monter avec le petit Grégory dans la voiture, puis Bernard s'est arrêté, est sorti avec le petit garçon, puis il est revenu sans lui, tout ça au moment exact où avait lieu le meurtre. Muriel Boll répète cette version devant le juge d'instruction. Bernard Laroche est immédiatement arrêté et évidemment tout ça sous l'œil des caméras qui transmettent tout en direct. Les journalistes le présentent très vite comme un coupable en parlant de l'assassin de Grégory. Le mobile est également construit de toutes pièces par la presse. La jalousie. Bernard Laroche et sa famille étaient tout simplement jaloux de la réussite des Villemain.
Entre-temps, Muriel Boll rentre chez elle, auprès de sa famille, et quelques jours plus tard, elle donne une interview qui est devenue assez mythique depuis. Elle se rétracte totalement et dit qu'elle n'était pas du tout avec Bernard Laroche le jour de l'enlèvement du petit Grégory. Elle ne l'a pas vu kidnapper l'enfant, ni le tuer. Elle dit que Bernard est innocent et que ses aveux lui ont été extorqués par les gendarmes. Les gendarmes, eux, ont évidemment une autre version. La famille de Muriel Boll a fait pression sur elle pour qu'elle se rétracte et modifie son témoignage. Mais pour le juge d'instruction, d'autres témoignages permettent de confirmer ce que disait Muriel Boll au moment des auditions, puisque habituellement elle rentre chez elle en car scolaire. Or, ni ses camarades de classe, ni le chauffeur du car ne l'ont vue le soir du 16 octobre. Une confrontation entre Bernard Laroche et Muriel Boll est organisée. La jeune fille confirme sa rétractation, elle dit qu'elle n'était pas avec Laroche le jour de la mort de Grégory et qu'il n'est pas le meurtrier. Plus le temps passe, plus les preuves de l'implication de Laroche s'étiolent, alors même que ce dernier est placé en détention provisoire. Premièrement, les expertises graphologiques ont été perdues, notamment celles qui mettaient en évidence le foulage avec les lettres L, B. C'est seulement des années plus tard qu'on va retrouver un double qui avait été gardé par un gendarme, et ce double confirme effectivement l'existence du foulage. Ensuite, il y a évidemment Muriel Boll qui s'est rétractée. Ses premières accusations sont toujours dans le dossier, mais elles sont fragilisées puisqu'il n'y a plus aucun témoin de l'implication de Bernard Laroche dans le meurtre. Forcément, la discussion autour de la libération de Bernard Laroche va commencer. On ne peut pas garder emprisonné un homme contre lequel il n'y a aucun élément. Ses avocats vont présenter une demande de libération qui sera acceptée le 4 février 1985. Il reste toutefois inculpé dans le cadre de l'instruction pour le meurtre du petit Grégory, aujourd'hui on dirait mise en examen. Et même lors de sa libération de prison, les journalistes seront présents. Les retrouvailles de Bernard Laroche avec sa femme et son fils sont filmées pour la télévision. Là, pour les enquêteurs, il faut forcément une autre piste. Un enfant de 3 ans est mort et le principal suspect est relâché et ne sera sûrement pas jugé. C'est la propre mère de Grégory qui va désormais être soupçonnée. Rappelez-vous de la lettre qui a été postée le jour du meurtre. Eh bien, le 16 octobre, avant 17h, 3 collègues de Christine Villemain disent l'avoir vue à la poste de l'Épanche-sur-Vologne, d'où la lettre du corbeau a été postée. C'est le billet qui disait « Voilà ma vengeance, pauvre con ». Et cette lettre, elle permet d'affirmer que le corbeau est soit directement l'assassin du petit Grégory, soit il en est très proche, puisqu'elle a été postée littéralement quelques minutes après les faits. La mère de Grégory, Christine Villemain, est entendue par les gendarmes. Elle dit qu'elle s'est rendue à la poste le 15 octobre et pas le 16, et que ses 3 collègues se trompent. Évidemment, la théorie de la mère qui a assassiné son petit-fils de 3 ans fascine et passionne. À nouveau, les journalistes se lancent dans cette théorie qui est la plus morbide et donc évidemment la plus vendeuse. Bernard Laroche libéré, 2 clans vont se former. D'un côté ceux qui croient à son innocence et le défendent, et de l'autre ceux qui pensent qu'il est le vrai assassin et qu'il n'aurait jamais dû sortir de prison. Au cours d'un rendez-vous entre le journaliste Jean Kerr et les parents de Grégory, Jean-Marie Villemain, donc le père, lui dit qu'il compte tuer Bernard Laroche d'un coup de fusil. Et c'est ce qu'il fait le 29 mars 1985, alors que Bernard Laroche rentre chez lui avec son épouse et son fils. Juste avant de se faire tuer, Laroche aurait dit à Jean-Marie « Je n'ai pas tué ton gosse ». Après ce meurtre, Jean-Marie est emprisonné et Christine se retrouve seule à devoir affronter la rumeur, les journalistes, la mort de son fils, mais aussi sa nouvelle grossesse puisqu'elle est tombée enceinte depuis la mort de son petit garçon de 3 ans. Après la mort de Bernard Laroche, un non-lieu est prononcé par le juge d'instruction. L'action publique est éteinte à l'encontre d'une personne décédée. Désormais, l'enquête ne peut plus se concentrer sur Laroche, ce qui ne veut pas dire qu'elle est terminée, puisque celle sur Christine Villemain continue. Étonnamment, de nouvelles expertises graphologiques vont dire que c'est l'écriture de Christine Villemain qui ressemble le plus à celle du corbeau. Alors forcément à ce stade, on peut dire qu'à minimum, il y a un problème avec ces expertises. Pour les experts, celui qui est le corbeau est celui qui est à ce moment-là soupçonné. D'abord c'était Bernard Laroche, maintenant c'est Christine Villemain. Un autre élément qui est quand même assez fragile, c'est qu'on retrouve des cordelettes chez les Villemain. Et je dis bien des cordelettes, pas forcément les mêmes que celles qui ont été utilisées pour entraver le petit Grégory. Lorsqu'elle apprend qu'on la pense être la meurtrière de son enfant, l'état de santé de Christine se dégrade à tel point qu'elle doit être hospitalisée.
Malgré cela, sur la base de tous ces éléments, Christine Villemain est inculpée du meurtre de Grégory, et elle est emprisonnée à la prison de Metz. Protestant contre cette inculpation et maintenant son innocence, elle se lance dans une grève de la faim alors qu'elle est enceinte. Malgré la faiblesse des éléments montrant son implication, elle est renvoyée devant la cour d'assises. Mais la Cour de cassation casse l'arrêt de renvoi par une décision du 17 mars 1987, ce qui veut dire que la plus haute juridiction française annule le renvoi de Christine Villemain devant la cour d'assises. Les juges ont aussi décidé de délocaliser l'affaire et de la confier à un autre juge d'instruction à Dijon pour des raisons assez évidentes. Le juge d'instruction initial, Jean-Michel Lambert, a pris plusieurs décisions qui juridiquement peuvent être très critiquées. D'ailleurs, la Cour de cassation a annulé plusieurs pièces de l'instruction car elles n'étaient pas conformes aux règles de la procédure pénale. Lambert a aussi beaucoup échangé avec les journalistes et leur a à plusieurs reprises confié des éléments de l'instruction qui auraient dû rester secrets en vertu du principe du secret de l'instruction qui prévaut en France. Par ailleurs, l'instruction se déroulait dans un climat assez malsain, notamment en raison de l'omniprésence des journalistes et de leur proximité avec les enquêteurs, mais aussi avec les suspects et avec la famille Villemain. Quelques mois après l'arrêt de cassation et la délocalisation de l'affaire, Jean-Marie est libéré parce que oui, depuis tout ce temps, il était placé en détention provisoire pour le meurtre de son cousin, Bernard Laroche. Donc après 33 mois d'emprisonnement, il retrouve enfin la liberté. Et il est finalement jugé devant la cour d'assises de Dijon pour l'assassinat de Laroche en novembre 1993. Il est reconnu coupable et condamné à 5 ans d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis. Les années passées en détention provisoire couvrent le quantum de la peine, ce qui veut dire que Jean-Marie Villemain ne retourne pas en prison. Évidemment, c'est une peine très légère au regard de la peine encourue pour un assassinat qui est la réclusion criminelle à perpétuité. La prise en compte du contexte de l'affaire et de la souffrance de Jean-Marie explique ce verdict qui est très clément. En 1993, une décision de non-lieu est prononcée concernant Christine. Il s'agit d'un non-lieu assez particulier puisqu'il est justifié par une absence de charge, alors que habituellement, les juridictions françaises rendent des non-lieux pour insuffisance de charge. Et à partir de ces décisions-là, l'enquête va énormément ralentir, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de nouveaux éléments. Par exemple, en 1990, le témoignage d'un homme se trouvant à l'Épange le jour du meurtre parle d'un homme corpulent se trouvant dans une voiture près de la maison des Villemain en compagnie d'une jeune femme rousse. Évidemment, ce témoignage fait fortement penser à Bernard Laroche, accompagné de Muriel Boll. Sauf que ce témoignage arrive très tard, des années après le meurtre de Laroche, quand l'action publique est déjà éteinte le concernant. En juin 2017, donc assez récemment, et plus de 30 ans après le meurtre, un cousin de Muriel Boll, qui a séjourné chez elle quelques jours après l'emprisonnement de Laroche, vient apporter un témoignage spontané aux gendarmes. À cette époque, sa cousine lui a avoué avoir assisté au rapt et lui a dit que Bernard Laroche était bien l'assassin. La même année, donc en 2017, on apprend dans la presse la mise en examen de 2 membres de la famille. C'est évidemment un rebondissement totalement inattendu, aussi longtemps après l'affaire. Les 2 personnes mises en examen sont Marcel et Jacqueline Jacob, le grand-oncle et la grande-tante de Grégory. Selon le procureur, les appels et les lettres anonymes pourraient venir d'eux. Donc pour vous resituer un peu, Marcel Jacob est le frère de Monique Jacob, la mère de Jean-Marie, donc la grand-mère maternelle du petit Grégory. Et justement, au même moment, 2 autres personnes sont entendues en audition libre comme témoins, et il s'agit de Monique Jacob et d'Albert Villemain, donc les parents de Jean-Marie, qu'on pense être eux à leur tour les commanditaires du meurtre, donc ils auraient demandé à ce que leur petit-fils soit tué. En effet, une expertise graphologique désigne Monique Jacob, la grand-mère de Grégory, comme l'auteur de 3 lettres anonymes envoyées dans les années 80. Mais il faut ici préciser que l'expert utilise le conditionnel, donc comme pour les expertises plus anciennes, il faut les prendre avec des pincettes lorsqu'on évoque l'analyse des courriers, puisqu'elles semblent désigner des personnes différentes à chaque fois. À l'issue de la garde à vue, Marcel et Jacqueline Jacob sont mis en examen pour enlèvement et séquestration suivis de mort. Ils sont placés en détention provisoire, mais relâchés avec une mesure de contrôle judiciaire. Muriel Boll a elle aussi été mise en examen en juin 2017 pour des faits de complicité d'assassinat et non-dénonciation de crime, et elle a également été placée en détention provisoire. Donc Muriel Boll, qui était âgée de 15 ans au moment des faits et qui avait accusé Bernard Laroche d'être l'assassin.
Mais les 3 mises en examen, donc celle de Marcel et Jacqueline Jacob ainsi que celle de Muriel Boll, sont annulées par la Cour d'appel de Dijon pour des raisons procédurales. En effet, les mises en examen avaient été prononcées sans que la chambre de l'instruction n'ait été saisie, or il s'agit d'une obligation. Il y a encore un autre rebondissement cette année-là, puisqu'au mois de juillet, Jean-Michel Lambert, le juge d'instruction qui avait été très critiqué tout au long de l'affaire, s'est suicidé. Il a laissé une lettre dans laquelle il parle de ses difficultés face au dernier rebondissement. Pour lui, la reprise de l'enquête de 2017 porte sur les mauvaises personnes. Dans la lettre, il sous-entend que selon lui, c'est Christine Villemain, la mère de l'enfant, qui a tué le petit Grégory. Mais aujourd'hui, ce que pensent les enquêteurs, c'est que la piste la plus probable est effectivement celle de la culpabilité de Bernard Laroche, mais que les commanditaires seraient d'autres membres de la famille. Cet assassinat n'est pas l'affaire d'un seul homme, mais de plusieurs membres de la famille du petit garçon, qui par haine et par jalousie ont comploté pour le tuer. Mais ça, ce n'est qu'une théorie des enquêteurs et de certains magistrats, puisqu'aucun jugement définitif ne permet de l'affirmer de façon sûre. Malheureusement, à ce stade, ça va être assez difficile, je pense, de confirmer une quelconque piste. Les analyses ADN ne sont plus possibles sur certains éléments liés au meurtre, puisqu'ils ont été soit mal conservés, soit perdus. Par exemple, en 2013, des analyses ADN ont permis d'identifier près de 10 profils sur les cordelettes qui entravaient le corps du petit garçon, mais aucun ne correspondait aux membres de la famille. On pense donc qu'il s'agissait des profils génétiques des magistrats, policiers, des experts qui ont manipulé ces cordelettes. Des analyses audio ont récemment été faites sur les appels du corbeau et on sait simplement qu'elles ont permis d'identifier la voix d'une femme et d'un homme, mais elles ne permettent pas de dire à qui ces voix appartiennent. Et la toute dernière information dans l'enquête est très récente puisqu'elle a été partagée le mercredi 18 juin 2025, c'est-à-dire il y a une semaine. Le procureur général de la Cour d'appel de Dijon a déclaré qu'il allait procéder à l'interrogatoire de Jacqueline Jacob, la grande-tante du petit Grégory, en vue d'une mise en examen pour association de malfaiteurs de nature criminelle. Cet interrogatoire intervient après une décision de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel qui estime donc que Jacqueline Jacob est une suspecte dans l'affaire. Et tout ça après l'annulation de sa mise en examen en 2017. Donc à ce stade, pour résumer, pour l'instant, il n'y a aucune mise en examen pour le meurtre du petit garçon. Les suspects principaux sont aujourd'hui les époux Jacob, donc Marcel et Jacqueline Jacob, même si on pense qu'ils n'ont pas directement commis le meurtre, puisque Bernard Laroche reste très soupçonné d'avoir tué le petit garçon, mais comme il est décédé, il est impossible de se prononcer sur sa culpabilité de manière définitive. Et enfin, si Muriel Boll est soupçonnée de quoi que ce soit, c'est certainement de ne pas avoir dénoncé les faits, si elle y a effectivement assisté, comme elle l'avait dit au début, mais sa participation au meurtre est peu probable, sachant qu'elle avait 15 ans au moment des faits. Voilà pour l'affaire Grégory, qui reste plus de 40 ans après un mystère d'un point de vue juridique, puisque personne n'a été condamné pour l'assassinat d'un petit garçon de 3 ans. Les progrès de la science, notamment en matière d'analyse ADN ou d'identification des voix sur des enregistrements, permettront peut-être un jour de savoir ce qu'il s'est réellement passé. La décision rendue il y a quelques jours par la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Dijon montre que le dossier n'est pas délaissé par la justice, et qu'on continue d'enquêter afin de pouvoir un jour définitivement se prononcer. Merci beaucoup de m'avoir écouté et j'espère sincèrement que cette deuxième saison vous plaira. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une autre affaire emblématique qui est celle de Guy Georges, surnommé le tueur de l'Est parisien.